Salut, c'est Maude avec un E, pour Céramique avec un K, le podcast qui dresse le portrait de la création céramique actuelle. Non, la céramique ne se résume pas à la poterie. Elle ne se résume pas non plus à Demi Moore et Patrick Swayze, batifolant sur un tour de potier. Non, la céramique ce n'est pas ringard. Au contraire, c'est une discipline vaste et éclectique, regroupant des créatrices et créateurs, des artistes aux horizons et pratiques variées. Ici, vous pourrez écouter ces artistes nous raconter leur parcours, leur démarche et leur place dans le monde de la création actuelle. C'est l'heure du podcast Céramique. Allez, c'est parti, enfourchant le tigre. Pour cet épisode de rentrée, je suis trop contente d'avoir fait parler une star de la sculpture céramique. Tu la connais forcément, tu as sûrement déjà vu au moins une de ses pièces sur les marchés, dans la revue de la céramique et du verre, ou en traînant sur Pinterest ou Instagram. Il s'agit d'Anne-Sophie Giloun. Elle réalise des personnages singuliers et reconnaissables de tous les aficionados de la céramique. Ce sont des bonhommes au visage tout doux, drôles et tendres et aux couleurs spectaculaires. Anne-Sophie, c'est mon idole. En plus d'avoir un boulot fantastique, elle semble mener une vie d'aventurière tranquille, émaillée de rencontres et de partage dans tous les domaines. Bref, dans cet épisode, on a parlé de plan de travail au coin du feu, de Marjane Satrapi, de four bricolé et de Léon, son premier prof de modelage. Bonne écoute. Ouais, tu vois, pour commencer, moi je pose un petit peu toujours les mêmes questions aux céramistes que j'interviewe. Comme ça, il y a toujours un fil conducteur en fait dans les épisodes. Et la première chose que je demande, c'est les souvenirs liés à la terre. Alors, quand tu m'as dit souvenirs liés à la terre, j'ai en vision un potier qui tournait, je pense. Mais je devais être vraiment toute petite. J'ai essayé de retrouver ça avec ma mère qui a peu su me dire vraiment ce que ça pouvait être ni où. Et en tout cas, le truc magique un bout de terre, tout à coup il est sorti, je sais plus ce que c'était, mais j'avais trouvé ça fabuleux, ce truc magique qui se formait sous les yeux. Il y a ça, et puis j'étais à l'école, comment dire, en fait dès la maternelle, ça doit être la deuxième classe de maternelle, j'étais avec une institut dont le mari faisait de la poterie dans un club dans lequel j'ai été par la suite, et lui aussi je l'ai eu comme institut en CP. J'ai des odeurs, des souvenirs d'odeurs fabuleuses, tu sais, avec des petites tables avec au centre un trou dans lequel il y avait une bassine et la terre qui restait là et qui était remouillée chaque jour. Donc c'était une odeur de pourriture. Mais j'adore encore cette odeur, si je peux la retrouver, c'est vraiment avec plaisir avec les tissus qui restaient comme ça et les plastiques qui restaient autour. Voilà les deux souvenirs qui me viennent en tête. D'accord. Donc ça veut dire que tu en as fait enfant en fait dans des ateliers, des cours. Ouais, Marais, je devais avoir 5 ans. Je le sais parce que j'utilisais comme signature la fleur que j'avais comme signature. Quand on savait pas encore écrire, on avait un petit dessin. Et j'étais en dernière classe de maternelle. Donc je sais que j'ai démarré à ce moment-là. J'ai dû arrêter 1 an ou 2, puis j'ai repris alors on va dire, je sais pas, vers 8 ans, un truc comme ça. Et là, j'en ai fait, mais jusqu'à 25, 26 ans. Ouais, jusqu'à la naissance de mon fils, où là, j'ai stoppé un peu. Et puis après, c'est devenu encore plus nécessaire, j'ai l'impression. Et où là, j'ai commencé avec l'intention d'exposer et faire ça plus professionnellement. Et donc aussi, je me suis formée à ce moment-là. C'est-à-dire que j'avais un parcours d'autodidacte qui franchement m'a bien servi, même encore maintenant, à oser faire des trucs. Mais à un moment, je savais qu'il y avait des petites choses techniques, la barbotine, des trucs comme ça que j'utilisais pas bien ou pas du tout. Et j'ai voulu retourner aux sources, aux bases, en faisant quelques stages. Je suis allée dans une école d'art spécialisée dans les arts du feu, à Douai, dans le Nord. Ok. Et alors, tu avais quoi comme activité avant d'être céramiste professionnelle ? J'avais fait des études de médiation culturelle et donc je bossais dans une collectivité locale, une petite mairie, dans un service culturel où je m'occupais de beaucoup de trucs. Enfin, ça pouvait être sur la réalisation la préparation, réalisation de festivals en musique, en spectacle vivant.
Et après, moi, j'avais quand même, ça, on était forcément plusieurs dessus. Et j'avais aussi, surtout un boulot au niveau des expos, un programme d'exposition à mettre en place, peinture, sculpture, enfin essentiellement peinture, parce que au niveau matériel, c'était, on avait plus de matos pour ça que pour des sculptures, c'était plus compliqué. Et puis tout ce qui était scolaire aussi, d'activités d'animation et d'intervention culturelle au niveau scolaire. Donc que ce soit les spectacles. Au moment de festival, il y avait toujours voilà, une programmation pour les enfants, mais aussi on a très veillé sur des spectacles plus d'enfance, et aussi après tout ce qui était intervention, je dirais, dans les écoles avec du théâtre, du cirque, de la danse. Et à un moment, j'ai mis en place un atelier céramique aussi pour les tout petits. Pour les tout petits, bon, quelquefois on s'amusait plus avec de la boue qu'autre chose. Je trouvais ça tellement génial. Ça veut dire que ça t'a sûrement influencé, ce passage dans le monde de la culture ou des arts vivants? Ouais, clairement. Alors, quand on me demande d'où vient le style, etc., je me dis que voilà, la BD, ça c'est un truc qui a compté très jeune. Et toute mon adolescence, j'aimais beaucoup la BD. Donc ça a compté. Ensuite, je me suis aussi intéressée beaucoup, et là c'était plus au moment de la naissance de mon fils, aux albums pour enfants, et avec quelquefois des dessins, des plasticiens qui bossaient là-dessus. Je trouvais ça vraiment fabuleux. Des vraies œuvres d'art à prendre dans les mains. Et puis oui, il y avait tout, voilà, pour mes études, je suis allée voir des spectacles, et donc j'ai vu beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il y avait tout un monde, notamment dans la marionnette. Hein. Je sais que j'adorais les spectacles de marionnettes qui n'étaient pas forcément de la marionnette pour enfants, hein, mais aussi tout ce qui était pour adultes, et avec des personnages incongrus, etc. Et en fait, je me retrouvais tellement là-dedans. Bon, je faisais toujours de la terre, hein. J'ai toujours fait ça toutes les années en parallèle. Et je sais qu'à un moment, voilà, il y a des personnages qui sont sortis, et là je me suis dit, ah, ça c'est vraiment moi. Et je savais très bien que, en gros, c'était comme l'envie de faire des marionnettes, sauf que faire tout le mécanisme, c'était très long, et que là, voilà, c'était avec la sculpture, avec la terre, c'était un arrêt sur image de personnages qui, moi, m'attiraient dans ce qu'ils pouvaient raconter avec leur silhouette. Ok. Bon, on va en reparler de ça tout à l'heure. J'avais des petites questions là-dessus. Avant, est-ce que tu peux raconter comment s'est passée la formation à Douai? Donc en fait à Douai, comment dire, c'est pas une formation à l'année, c'est pas. Je sais que là il y a des formations qui sont proposées justement. Certaines personnes vont se former à l'année. Là à l'époque, je sais même pas si ça existait. Bon, moi je travaillais, donc je pouvais pas non plus prendre tant de temps que ça. Puis je m'étais même pas trop posé la question. Et donc je suis allée plus. En fait, c'était en gros ma formation. Ça fait un peu bizarre de dire ça, mais ça a été un stage de 3 fois une semaine sur toutes les techniques de modelage de la terre, sauf le tour. C'était une intervenante qui était là, et on a revu des choses, le colombin, mais que j'utilisais déjà. On a fait du bas-relief. J'ai travaillé à la plaque. Là, par contre, j'ai vraiment appris un truc parce que j'avais jusque-là pas jamais bien travaillé avec une plaque. Je laissé trop molle, et je savais pas qu'on pouvait la laisser durcir, etc. On a travaillé au bandeau. Après, moi, je faisais déjà pas mal de sculptures, et j'aimais beaucoup le travail dans la masse. Et voilà. Donc comment dire, le souvenir que j'en ai, c'est qu'il y a plein de petites choses, hein, style l'application de la barbotine, style le fait de bien gérer les joints, de gérer correctement le séchage de sa terre, etc. J'ai appris des choses comme ça. Donc c'est des petits appoints super importants. J'ai dû apprendre aussi, non, même pas à ce stage-là. J'allais dire à bouler la terre, parce que je faisais jamais, depuis, même si ça faisait 20 ans que je faisais de la terre, c'est toujours quelqu'un d'autre qui s'en occupait. C'était un atelier de loisirs, donc voilà, il y a plein d'étapes qu'on ne gérait absolument pas, et on reprenait toujours de la terre fraîche, en gros. Je trouve ça aberrant même qu'on l'apprenne pas, mais bon, c'est tout. Et donc voilà, je suis allée faire cette formation. Ce que j'ai rencontré aussi, c'est des gens, en fait. C'est des gens qui avaient envie de faire ça, qui avaient envie de se lancer. Et parmi, je sais pas, tu connais peut-être, parmi une des personnes que j'ai rencontrées là-bas, on était sur la même table durant le stage. Elle a fait quelques autres stages en complément. C'était Camille Campignon. Ah oui.
Ah oui, c'est super son boulot. Et donc, avec Camille, en gros, on a été sur les mêmes formations au début. Elle, après, elle a fait formation tournage, etc. Mais voilà, on était sur la même table et on disait les mêmes conneries. Et on s'amusait beaucoup, c'était génial. Et en fait, je trouve ça extra que d'un truc parce que moi je démarrais un peu les expos, c'était voilà. Après je suis pas partie faire une formation pour devenir professionnelle. Ça s'est fait un peu au feeling et de me dire que on est toujours là dans la région, on se voit beaucoup de mois en mois, c'est difficile. Donc on devrait d'ailleurs bientôt se voir, mais et on s'est retrouvés après sur les mêmes marchés, etc. Et puis c'est super de voir l'évolution de chacune, je dirais. Parce que ouais, ça évolue, quoi. Et ça, c'est extra, quoi. Ouais. Est-ce que tu continues à te former en ce moment? Ouais. J'ai repris, là, le Covid m'a permis d'avoir plus de temps. Et je me suis dit, ah, allez, vas-y, c'est l'occasion. Donc, j'irai après Douai, là, donc c'était 3 semaines de formation. J'ai refait quand même des formations et dans ce lieu-là et chez une céramiste que j'ai rencontrée, qui était intervenante, que j'ai rencontrée là-bas, c'est Virginie Bézanger, qui maintenant a arrêté son activité. Et donc voilà, j'ai fait plus des stages pour le plaisir, du style cuisson primitive. On avait aussi un stage, c'était 5 jours, 5 techniques, 5 pièces, un truc comme ça. Voilà. Après, c'était là déjà pour moi, il y avait plus une question d'univers et de personnalité déjà elle dans son travail qui m'attirait et je dirais j'allais la voir elle plus que voilà plus qu'autre chose, que ce soit dans l'école d'art de Douai ou dans son atelier. Je suis passée aussi en stage avec Agnès Six, qui est aussi une super personne. Là, c'était pas forcément son boulot, c'était une phrase qui m'avait plu dans la présentation de ces stages, c'était trouver son alphabet personnel. Et en fait, je savais pas que j'en avais un. J'ai rien trouvé parce qu'il était déjà là, mais bon, voilà. Non, c'est une super rencontre. Et ensuite, là maintenant, je continue à me former. Alors, je suis titillée par l'émail. Pas forcément pour mon boulot de création, mais ça, on verra ce qui va sortir, ce que je vais digérer, ce que je vais garder, ce que je vais pas garder. Mais en tout cas, comme un souffle que j'ai besoin, moi, dans mon travail, parce que maintenant, ça fait 16 ans que je présente ces personnages. Alors, au début, c'était pas tout à fait les mêmes que maintenant, hein, même, ça continue toujours à évoluer, mais je dirais qu'il y a des moments où j'ai vraiment l'impression de faire que ça, de travailler que là-dessus, de pas me permettre autre chose. Et donc, je me suis dit, allez, fais-toi plaisir, pars vers l'émail. Après, je vais te dire, je sais pas pourquoi, hein. Ça, par attrait. J'ai pas de but. J'ai pas l'intention de mettre de l'émail forcément sur mes pièces. J'ai pas l'intention de faire de l'utilitaire. Voilà. Puis je fonctionne beaucoup comme ça, comme si voilà, j'ai une intuition, j'y vais, je prends pas. Après, je verrai. Et je me suis donc ça voilà, j'ai fait un stage avec un gars qui a fait beaucoup de céramique. Maintenant, il travaille plutôt le verre. Qui s'appelle Jean-Claude Ourdouy, qui bosse. C'est toujours l'école d'art de Douai qui propose des stages avec lui. Et là, j'ai fait aussi un stage à Point Fusion avec Coralie Seigneur. Et c'était pour Coralie que je suis allée, voilà. Donc c'est rigolo parce que alors elle s'est demandé forcément pourquoi j'y allais parce qu'elle abordait l'engobe, même si elle fait aussi des cuissons avec des émaux au cendre. Mais là, elle travaillait l'engobe basse température. Moi, je fais de l'engobe haute température. C'est qui se fait bien foutre, mais bon, voilà, c'était un moyen de se rencontrer. Et je reste persuadée qu'il y a toujours à apprendre dans les formations. Et puis c'est super intéressant aussi. Moi, je donne aussi des formations, donc c'est chouette aussi de voir d'autres personnes et de se dire tiens, ça c'est chouette, tiens, je suis beaucoup plus speed, tiens, c'est mieux rangé, tiens, enfin voilà, des choses comme ça. Ça permet aussi de prendre du recul un peu sur ce qu'on propose. Ouais. Est-ce que toi, tu te définirais plutôt comme potière, comme céramiste, comme sculptrice, comme plasticienne? C'est quoi ton identité à toi? Alors, quand je dois me présenter, je dis rarement potière parce que je fais pas bien les pots. C'est pas que j'aime pas, j'aime beaucoup. Et voilà, c'est pas mon univers, c'est pas mon truc. Et quelquefois je m'y mets quand même. Hein, je me refais un peu de vaisselle ou des trucs comme ça et je me dis putain, mais j'ai vraiment du boulot quoi. Puis il y en a tellement qui font des super trucs. Ouais. Voilà. Et sinon, voilà, quand je me présente, c'est vraiment, je dis le mot sculpteur
parce que ça identifie bien, mais c'est toujours sculpteur céramiste. Voilà, je vais pas dire sculpteur seul parce que déjà en plus c'est pas de la sculpture, c'est du modelage que je fais. Voilà, c'est quand je discute avec les gens, je peux préciser un peu. Voilà, pour la présentation, c'est de l'objet à présenter, c'est figuratif, hein, mais je tiens vraiment à la notion de céramique. Sinon, est-ce que tu peux parler un petit peu de ton travail? C'est quoi les thématiques que tu abordes, les personnages? Tu peux nous les décrire? C'est super dur de faire ça. C'est dur. Enfin, je dirais les deux choses qui me viennent en tête, c'est dur parce que c'est intime et que déjà je vous donne beaucoup en laissant regarder et que je me dis c'est une telle part de moi que voilà je me mets semblant de rien à nu. Et puis aussi pourquoi c'est dur de parler de ça, je sais plus. Le deuxième. Donc ça doit être la raison la plus importante, celle que je viens de te dire. Ah oui, si, je sais. C'est parce que pour garder une fraîcheur ou une singularité dans mon travail, c'est super important pour moi de pas trop réfléchir. Et ça fait des années que je m'entraîne quand je suis dans mon atelier à pas penser et à pas réfléchir et à laisser sortir ce qui sort. Et c'est super agréable, mais c'est quand même un exercice, hein, vraiment de pas intellectualiser. Alors, je dis pas que j'observe pas. Hein, une fois que j'ai fait, voilà, je prends du recul. Hein, quelquefois, je me dis mais non, c'est pas vrai. Oh je vais pas dire que j'ai honte, mais j'apprends à ne plus avoir honte parce qu'il y a des moments où je me dis oh non non, ce que je mets là, c'est trop. Et pendant longtemps, j'ai été un peu gênée par le côté enfantin de mon boulot. Parce que les gens il y a des personnes qui me le renvoyaient comme ça. Et j'ai vu à quel point, pour d'autres personnes, c'était justement une richesse incroyable. Et puis après, bah, c'est tout, ça fait partie de moi. Je pense que mon enfance a compté énormément, l'enfance de manière générale. Et donc, c'est pas une revendication, c'est tout, c'est là. Et donc, je fais avec. Il y a des fois des gens qui disent à leurs enfants, oh, regarde. En fait, les enfants, ils en ont rien à foutre en général. Il y en a qui aiment bien, mais c'est pas parce qu'ils sont enfants qu'ils vont être attirés par mon travail. Absolument pas. Il y a des adultes, au contraire, qui vont être très attirés parce que c'est enfant, et des adultes qui vont être touchés, mais qui vont dire ah tiens c'est pour mettre dans une chambre d'enfance comme ça, parce qu'ils vont pas assumer ce côté un peu naïf et singulier du boulot. Et pour moi, ce qui est super aussi, c'est de voir par exemple les Japonais qui n'ont mais vraiment aucune gêne par rapport à ça et qui font des trucs. Enfin, je veux dire, même dans les babioles japonaises qui peuvent être vendues, voilà. Je dis non, mais c'est pas vrai, quoi. Et des adultes qui sont dans des trucs comme ça, où tout le monde, tout ce qui, l'univers autour de la BD, etc., les jeunes qui se déguisent et tout, je trouve ça incroyable, quoi. Et je trouve ça génial de pouvoir assumer ça. Et moi, les personnages que je fais, c'est rare que je vois ça. Je veux dire, c'est parce qu'on me le renvoie, le côté enfantin. Il y a pas longtemps, je crois que j'ai lu un truc sur mon boulot qui disait que c'était personnages sans âge. Et ça m'a fait super plaisir parce que dans ma tête c'est ça, c'est sans âge. Hein. Je me souviens, tu nous avais raconté une petite anecdote là sur le côté justement le caractère singulier de tes personnages sur leur physique. Ça venait de ton enfance. Ouais. Enfin, les personnes que tu rencontrais à côté de chez toi qui étaient issues. En fait, ouais, pour en revenir un peu, bah, quand je parlais de la marionnette, voilà, ce que je trouve génial dans la marionnette, c'est que parfois, on peut aller très très loin dans des idées ou dans des émotions avec rien qu'avec les formes des corps. On n'est pas obligé de parler, on n'est pas, voilà, c'est vraiment, tout est dans l'image. Et je pense que depuis toujours, je suis attirée par la sculpture à cause de ça et de l'effet que ça me fait de voir ces corps. Bon, c'est toujours chouette, c'est toujours intéressant d'avoir un retour sur son travail. Une fois, donc, j'étais en marché où j'exposais mon boulot, et il y a une personne qui disait à quel point elle aimait mon travail, mais que sa sœur, par exemple, n'aimait pas du tout, parce que ça la mettait super mal à l'aise et qu'elle avait l'impression d'être dans un hôpital psychiatrique. Et quand elle m'a dit ça, ça a vraiment été ah mais oui, bien sûr. Ou chez moi, enfin là, la ville où j'habite quand j'étais gamine. Il y a un hôpital psychiatrique et où certaines personnes qui avaient certaines pathologies avaient le droit de sortir, et donc il y avait des fous dans la rue, en gros. Ce qu'on voit pratiquement plus. Hein. Puis bon, les pathologies ont changé, etc. Ils avaient toujours
voilà, on voyait que c'était pas normal et en même temps ils étaient tellement gentils. Je me rappelle, il y en a un qui s'appelait Rominet, qui avait plutôt une tête type Frankenstein là, avec un front énorme. Et ce gars, il était d'une gentillesse incroyable et il avait une âme d'enfant et il nous parlait à nous enfants tout à fait normalement et c'était génial d'avoir des adultes qui pouvaient aussi s'intéresser à nous. Alors il y avait à la fois ça, puis il y avait quand même le côté intriguant qui faisait un peu peur de certaines malformations parfois. Et puis ma grand-mère qui en rajoutait là-dessus, qui me foutait des trouilles pas possibles en me disant fais-toi pas kidnapper. Et ma hantise c'était d'être kidnappée et d'avoir désobéi à ma grand-mère en sachant que moi j'y pouvais rien si j'étais kidnappée parce que c'était pas moi qui faisais la bêtise. Voilà. Donc il fallait pas accepter de bonbons, des choses comme ça. Bon. Et c'est vrai que sincèrement, je pense que d'avoir vu ces personnes comme ça qui racontaient tellement de choses avec leur corps, ça m'a toujours beaucoup touchée. Et si je peux continuer dans les anecdotes. Ouais. Alors j'espère que je me rappelais du nom des personnages. Non, ça me revient pas. En fait, il y a dans ce côté voilà personnage avec des rondeurs. Alors, les rondeurs, je crois que je parle de moi. Voilà, il y a pas trop faut pas avoir fait des années de psy pour savoir. C'est bien en ce moment ils sont en train de mincir un peu mes personnages. Il y a de l'espoir. Et sinon, en fait, j'étais à un festival de marionnettes à Charleville-Mézières et je suis tombée face à des personnages. Ça va peut-être revenir le nom comme ça, mais bon, bref, je fais un petit blocage. Et c'est en gros des marionnettes à taille humaine, donc c'est des gens qui sont à l'intérieur. Et c'est un corps énorme, très impressionnant et une tête encore plus impressionnante. Et moi, je les avais vus de derrière. Quand je les ai vus de devant, il y a eu vraiment ce côté attrait-répulsion, avec un visage comme une grosse lune avec les cratères, etc. Et les Paddocks, voilà, ça s'appelle les Paddocks, hein, de Dominique Blanchard. Enfin, c'est une compagnie, j'ai oublié le nom de sa femme, une compagnie où ils bossaient à deux. Ils ont fait un boulot comme ça autour de ces personnages. Et donc, c'était des personnages à la fois tellement attendrissants et en même temps tellement hideux. C'était incroyable. Voilà, j'avais envie qu'ils me prennent dans leurs bras parce que ils faisaient ça. On avait les gens dans leurs bras, pas tout de suite, hein, pas directement parce que ça pouvait être un peu flippant pour les gens, je pense. Ils étaient là avec leurs grands mouchoirs, ils nettoyaient les appareils photos, ils faisaient des bisous, tout ça, et en même temps un rejet parce qu'ils font extrêmement peur, je trouve. Si tu peux aller voir sur internet les Paddocks, ça doit s'écrire PA2D, il me semble, OX. Okay. Et donc ça a été une émotion très forte que j'avais eue donc pendant mes années là autour du culturel. Et je crois que cet effet, en tout cas, voilà, dans mes débuts, pouvoir retrouver cet effet de attraction-répulsion, pour moi c'était génial. Et donc quand mon travail parfois sur des formes dérange un peu les personnes, ça me fait plaisir aussi parce que je me dis voilà, c'est pas que du mignon, c'est pas que du gentil. Il y a de ça, mais il y a aussi un petit autre quelque chose, un petit caillou dans la chaussure, ou voilà. Et j'étais à une exposition, donc c'était le vernissage d'une expo avec Maud Grillet à Terra Viva, où on était plusieurs à exposer. Et donc lors du vernissage, elle présente mon boulot, elle parle un peu de mon parcours et des marionnettes, mon attrait des marionnettes. Et à un moment, elle m'appelle en me disant qu'il y a quelqu'un qui veut me parler. Donc, je vois un vieux monsieur avec une énorme barbe blanche, une voix magnifique, très grave, qui vient me parler. Et il me dit à quel point il est touché par mon travail, qu'il fait de la marionnette, que il est en train de créer son dernier spectacle parce qu'après, il va prendre sa retraite, mais qu'à la limite, rien que de voir mes personnages, ça lui donnera envie de continuer. Génial, conversation sensationnelle. Et donc à un moment, je lui demande ce qu'il fait. Donc il dit bah voilà, oui, je suis créateur de spectacles marionnettes. Alors il m'avoue qu'il est quand même un peu connu. Il me dit son nom, etc. Bon ouais, ok. Quand je rentre chez moi, je vais voir et en fait c'était le créateur des Paddocks. C'est fou pour moi et j'ai toujours pas réussi à lui écrire. Mais je me dis, faut que je raconte cette histoire. Comment je pense qu'on est touché certainement dans les mêmes choses pour que lui fasse tilt en voyant mon travail et moi que j'ai eu cette émotion quand j'ai vu le sien, quoi. C'était extra. Donc si jamais il m'écoutait, je vous embrasse très fort, Monsieur Dominique.
Là, tu viens de parler du monde du spectacle vivant, mais dans le milieu de la céramique, est-ce qu'il y a des boulots de créateurs que tu aimes, qui t'inspirent? Non. Bah si, il y en a plein que j'aime, dont je m'inspire. J'ai pas l'impression. Après, tu vois, ça va être dans ce que je te disais là. Pourquoi là tout au début, en fait, quand j'ai démarré là dans cet atelier de loisirs, la céramique. Bon, il y avait des émaux, mais on savait pas bien les poser, on savait pas comment il fallait faire. C'était des émaux tout de magasin, tu vois, tout prêt. En général, c'était immonde, tout luisant, tout coulant. C'était dégueulasse. Je détestais absolument. Et par contre, de voir un peu les boulots comme ça au fur et à mesure des années, c'est vrai que toute la matière, toute la texture qu'il peut y avoir dans les émaux, qu'ils soient brillants ou mat. Moi, j'aime beaucoup les émaux mat et les émaux satinés énormément. Et voilà, les petites éclosions qu'il peut y avoir, les petits accidents et tout, je trouve ça vraiment sensationnel. Et aussi parce que on essaye de se rapprocher de quelque chose dont on n'est pas maître. Et enfin, c'est assez bateau de dire ça dans la céramique, mais c'est tellement vrai. Et voilà, c'est le feu qui va faire après, etc. Et j'ai mon homme qui fait de la céramique aussi, qui présente pas encore vraiment son boulot, mais là, je sais que grâce à lui, je pourrais. Il est en train de construire un four à bois, et j'ai vraiment envie d'expérimenter des trucs pour le plaisir d'expérimenter, quoi, et de bosser avec le bois et le feu. Voilà. Je suis en train de penser, il y a des boulots, par exemple, de Marie-Laure Guerrier, où on est pourtant tellement différentes, je me disais, dans ce qu'on présente, mais il y a des boulots de Marie-Laure Guerrier que j'adore. Il y a des boulots c'est Aurélie, je pense, je sais plus, je suis plus sûre de son prénom, Chenu. En fait, j'ai une super mauvaise mémoire des noms, donc c'est pénible. Ah, c'est bête, parce que j'aime beaucoup son boulot, mais c'est plus un boulot je dirais, d'illustration aussi, sans être vraiment de l'illustration pure. C'est un travail, voilà, entre l'illustration et la sculpture et l'utilitaire. Enfin, j'aime beaucoup son univers. Attends, je suis en train de chercher. Il y avait pas Patricia Broters, je crois. Ouais. Ouais, il me semble que tu nous en avais parlé. Voilà. Donc, Patricia Brouters, j'adore son boulot. Teresa Gironès. Ça, c'est vraiment des trucs. Mais voilà, c'est des boulots qui me touchent énormément, mais que je vais pas, que je regarde pas pour m'inspirer, ou j'essaye surtout même de de pas être trop touchée par ça pour éviter. Ouais, je comprends. Voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a mis? En fait, je me dis qu'il y en a tellement. Ouais. Mais là, tu vois, il y a le boulot de Michel Cohen dans la matière qui me vient en tête. Donc vraiment un travail autour du feu. Et après, dans la sculpture, je vais être autant intéressée par la sculpture céramique que par le bois, que par le verre, voilà. Mais c'est marrant parce que des trucs qui me viennent en tête là, c'est plus des gens qui font des boulots graphiques. Et il y a un mec, Craig Underhill, je crois qu'il s'appelle. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Bon, avec un travail d'engobe aussi. Ouais, c'est ça. Craig, c'est C-R-A-I-G, Underhill, U-N-D-E-R-H-I-2-L. Ça me... Même en image, je suis... Oh, je sens, tu vois, comme un vide et un appel vers ce boulot. Et je me dis, à voir en vrai, ça doit vraiment être exceptionnel, quoi. Puis surtout qu'on n'a jamais l'idée des tailles. Et je pense que j'ai déjà vu des images où, ben voilà, je vois, on va dire un petit gobelet. Et en fait, non, c'est un immense pot. C'est extra, quoi. Et on reste sur le graphique. Alors, tu parlais de la bande dessinée. C'est quoi que tu lis? Je lis beaucoup moins de bandes dessinées. Là, les trucs qui me viennent en tête, il y a Monsieur Lucien, qui, je sais pas pourquoi ça me vient en tête. Après, je veux dire, les histoires comptent aussi. Le dessin est super important. Quand j'étais ado, j'adorais Bilal. Enfin, j'aime toujours, hein, mais son dessin, voilà, son univers de couleurs, tout ça, c'était vraiment fantastique. Après, j'aime beaucoup aussi Marjane Satrapi. J'aime beaucoup son boulot. Et puis en plus, les histoires qui vont avec, voilà, c'est sensationnel. C'est des univers comme ça. Alors Tintin, j'aimais absolument pas, la ligne claire, c'était infernal. Je commence à apprécier le personnage, tout ça, mais bon, pour moi c'était dur. J'aimais pas trop. Pareil, des dessins trop hachés, trop sales, ça me plaisait pas non plus. Bon. Mais dans la BD, tout ce qui est collection enfin l'association, la maison d'édition, l'association, ils ont un univers mais vraiment exceptionnel, quoi, de
de tout ce qu'il va montrer. Et je peux aimer des choses très, très différentes. Mais je pense que les couleurs, par contre, ouais, sont importantes. Ok. Et je suis en train de penser au boulot de Karima Duchamp aussi, que je trouve extra, et dans les formes, et dans les matières, et dans l'illustration, quoi. Les boîtes qu'elle fait avec ces personnages-là, qui un peu évanescents, tout ça, c'est sublime aussi. Et tu vois, le boulot de Coralie Seigneur, avec les matières qu'elle peut avoir sur notamment ses théières. Je sais pas, je vois des théières là, en tête. Alors, il y a un côté gourmand, goulu, très doux, très, très, très rond dans certaines de ses pièces. Donc déjà, je pense que moi, j'ai un attrait pour ça. Mais en plus, la matière, c'est vraiment fantastique, quoi. Voilà. Et après, je me dis, enfin, moi, c'est toujours chouette de voir ça parce que pourquoi j'aime, voilà, je vais voir. Après, je peux faire des liens. Et ce qui me permet aussi, je crois, d'aller puiser par-ci par-là et de bien digérer. Et voilà. Après, ça doit ressortir d'une manière ou d'une autre dans le boulot, je sais pas. Voilà. Ouais. Oui, ça infuse, quoi, en fait, hein. Est-ce que aujourd'hui tu as envie de ton activité de céramiste? Ouais. Ouais. En fait, j'ai vécu une petite dizaine d'années à mi-temps, donc où je bossais dans la fonction publique et puis la céramique. Et puis à un moment, je gagnais plus. Donc j'étais à mi-temps, je gagnais plus avec mon mi-temps céramique qu'avec mon mi-temps en mairie. Donc là, j'ai commencé à me poser des questions. Mais en même temps, j'aimais beaucoup ce boulot-là aussi, donc c'était compliqué de prendre des décisions. Et aussi, je voyais bien quand même que en termes de céramique, j'avais du mal à évoluer. Alors quand je dis évoluer, c'était pas dans mon travail, mais c'était dans le fait de montrer mon travail. J'avais plus assez de temps pour faire, je sais pas, les marchés. J'étais limitée dans les congés que j'avais, donc voilà. Je pouvais pas donner des formations autant que je voulais, enfin des choses comme ça. Et ce qui fait que je me disais, voilà, il y a un choix à faire. Est-ce que tu veux vraiment aller plus loin? Alors quand j'ai pris la décision, c'était waouh, génial. Puis une trouille pas possible en me disant bon bah ouais, ok, je gagne autant dans mon année avec la céramique, mais ça veut pas dire que à plein temps je vais doubler cette somme. Et en fait, si, ça arrivait assez vite. Et donc là, vraiment, je touche du bois, je croise les doigts, mais je peux en vivre correctement et c'est génial, quoi. C'est vraiment exceptionnel. Enfin, ouais, je me dis, et même ici, j'ai eu très peur forcément avec le Covid, tous les marchés qui s'arrêtaient, etc. Et puis voilà, je me suis aperçue que non, qu'il y avait vraiment des gens qui me suivaient et sur mon site et sur mon Insta et plus les galeries. Bon. Après, il y a un monsieur un jour qui m'a dit qu'il fallait pas mettre tous ses œufs dans le même panier. L'expression m'amusait. Je me suis dit, je vais le reprendre dans une de mes sculptures, ce truc. Je l'ai pas encore fait, mais en tout cas, j'ai beaucoup pensé à ce monsieur où je me suis dit, mais ouais. Et alors, c'est un gars il est sans sas et on va dire c'est une sorte de mécène qui achète de la céramique et pas que. Bon, lui et sa femme, ce sont des collectionneurs d'œuvres et il a un côté très créatif. Il en fait, il était chocolatier et il a fait toute une carrière là-dedans et en même temps, il est homme d'affaires, on va dire. Enfin, voilà, c'était un chef d'entreprise. Il a fait fructifier son boulot et il l'a fait correctement. Depuis, il a revendu sa boîte. Entre autres, il tourne le bois et il fait des très belles choses en bois. Et donc c'est quelqu'un d'assez étonnant, même je dirais à rencontrer parce que c'est rare de voir et des gens créatifs et des gens amoureux un peu de la vie, enfin de tout ce qui est bon et tout ce qui est agréable à regarder et en même temps qui sait mener son affaire comme ça. Et donc, quand il m'avait dit ça, je me dis, ah ouais, ça, voilà. Et donc, cette année, j'ai beaucoup pensé à lui, en me disant, j'avais très peur pour les céramistes, là, qui ne font que les marchés. Je me suis dit, comment ils font cette année? Voilà. Je pense que tout le monde quand t'es céramiste, t'as fait un choix t'acceptes une vie, j'allais dire pas si simple. En fait, pour moi, c'est pas du tout un luxe financier. C'est un luxe de vie, quand même. parce que déjà on a pu le choisir et puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des ressources incroyables en eux, donc voilà. Au début j'ai eu peur pour moi, j'ai eu peur pour eux, puis après je me suis dit non, on va quand même s'en sortir. Bon, on verra la suite, hein, mais bon, voilà. Est-ce que tes revenus viennent principalement de la vente de tes pièces ou tu donnes des cours ou tu fais des formations aussi?
Je donne des formations, mais je dirais dès le début, je les ai données parce qu'on me le demandait. C'était pas un souhait de source de revenus. Et puis bon là, je suis à la Maison des Artistes en tant que sculpteur. Je mets un E au bout de sculpteur. J'aime pas trop le mot sculptrice. T'es limité quand même. Tu dois avoir essentiellement un boulot d'expo, on va dire, et de vente d'œuvres plutôt que de cours. Et puis en même temps, alors au début, je m'étais dit, ah mince, on est limité. Je m'étais dit d'ouvrir, enfin de me mettre en auto-entrepreneur pour pouvoir faire ces formations. Je l'ai fait à un moment où j'ai plein de soucis administratifs. Bon, je passe ce truc. Et en même temps, je me dis, enfin, ça donne, moi, je sais que ça me prend énormément d'énergie de donner ces cours. Donc, c'est toujours chouette la rencontre, mais c'est toujours, voilà, un petit temps où après je suis vide et donc je vais pas je pourrais pas faire ça toute l'année ou je devrais le faire autrement en tout cas parce que je pourrais pas tenir à faire ça. Et là j'ai beaucoup de demandes, je refuse beaucoup de gens, ça me va pas. Je commence à me lasser un peu du système. J'accueille 5 personnes, 6 personnes, et je sais pas. Je suis en train de réfléchir à peut-être faire évoluer les trucs. Ou c'est aussi parce que là, cette année, j'ai eu des demandes de gens qui sont à l'étranger, notamment aux États-Unis, des personnes qui font de la céramique et qui disent qu'ils aimeraient venir en France et qui souhaiteraient pouvoir faire un stage avec moi, en espérant que ça tombe en même temps que mes stages. Là, je me dis, wow, c'est un peu compliqué tout ça. Et après, je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas faire du stage à la demande. La limite de ça, c'est il faut pas qu'il y ait trop de demandes. Je suis encore en train de réfléchir, mais peut-être à... Et puis, je trouve ça chouette aussi je trouve ça ressourçant pour moi de m'adapter à une demande plutôt que de proposer un stage que moi j'ai pensé au mieux pour les gens. Mais voilà, je me lasse un peu de ça, de mon programme, en gros. Mais sinon, je donne des stages. Alors, j'en ai donné au Don du Fel, à Saint-Étienne, enfin près de Saint-Étienne, à Saint-Chamond. C'est une sorte de petite école, un atelier qui s'appelle. Non, c'est Arte Diem, voilà. Et je donne des stages à Point Fusion, qui est un centre de formation pour les professionnels essentiellement. Et ça, c'est chouette aussi. Quand ils m'ont demandé, je dis. Ah, pourquoi former des professionnels, mais je vais rien leur apprendre. Ce que je fais, voilà, c'est basique, etc. Enfin, on est tous comme ça, hein, j'ai l'impression, presque tous. Et puis, pour finir, c'est très chouette aussi d'être avec d'autres professionnels et de me dire, bah non, en fait, la sculpture, voilà, je me trouve pas géniale en poterie, mais la sculpture, c'est pas donné tout le monde non plus, quoi. Enfin, je trouve ça super important pour moi, c'est important d'être en lien toujours avec les céramistes. Après, j'habite une région où il n'y en a pas beaucoup. Et c'est vrai que dès que je peux rencontrer du monde et échanger sur un marché, c'est vraiment très chouette. On revient à des choses plus concrètes. Est-ce que tu peux nous décrire ton atelier? Alors, ouais, c'est génial, mon atelier. Donc on va dire, c'est chez mon homme. Ça fait pas longtemps que je suis dedans, ça fait 6 ans, enfin c'est déjà ça, mais ça fait 16 ans que je fais ça, voilà, ça fait 6 ans que je suis dans cet atelier, où en gros c'est une vieille petite fermette. Donc c'est une maison. Ce qui fait que j'ai ce qui devait être le salon salle à manger comme espace de travail. J'ai une cuisine. Là où il y avait la salle de bain, j'ai laissé les toilettes et j'ai mis un four et une armoire de séchage. Et en fait, j'habite le nord. C'est une petite maison toute en briques. Il y a plein d'arbres autour. C'est par contre près d'une rue passante et ça, voilà. Si les voitures pouvaient ne plus exister, ce serait vraiment génial. Et puis, il y a plein d'arbres partout, il y a plein d'ombres. Hein. Quand il y a du soleil, c'est super agréable. À un moment, il y avait des poules. Bon, elles ont été mangées, mais il y en aura peut-être à nouveau. Voilà, c'est un jardin. Il y a des hangars, etc. Et moi, je suis vraiment dans la maison. C'est des anciens carreaux au sol, tu sais, des carreaux. Des tomates? Ah non, carreaux de ciment. Des carreaux de ciment avec des couleurs et des formes géométriques. Ah, oui. Et puis j'ai l'étage aussi où je peux entreposer une partie de ce que j'ai besoin pour les stands et puis pour les envois, les cartons, les chips polystyrène au maïs ou des trucs comme ça. Parce que ça prend énormément de place et j'aurais pas eu ça, je sais pas comment j'aurais pu me développer en termes de vente. Par exemple sur mon site j'ai une boutique et c'est des trucs voilà qui demandent beaucoup d'organisation autour quoi. Et de matériel, etc. Et donc de place. Et ce qui est super, c'est que je peux accueillir du monde, on peut être 4, 5, même 5, 6 dans l'atelier sans se marcher dessus. J'ai une grande table de travail,
avec une fenêtre qui donne sur un buis et une aubépine, et où j'ai installé un nichoir et où je vois tous les ans une nouvelle nichée de mésanges. Voilà. En faisant les colombins, c'est super. Franchement, c'est que du bonheur. Je m'écoute ou la radio ou la musique ou des podcasts pendant ce temps-là. Il y a un vieil insert que j'ai installé comme un poêle à bois. Même esthétiquement, c'est marrant, quoi, parce que c'est un insert qu'on voit tout le côté métallique de l'arrière d'une cheminée, quoi. Et l'hiver, je me chauffe plutôt comme ça. Donc c'est très froid et très douillet en même temps une fois qu'il fait bon. Et j'ai de la place aussi. Je me dis, comme c'est deux pièces d'affilée, j'ai une très grande table, mais j'ai de la place aussi. Rien que pour faire les colis, c'est super important. Et après, j'ai encore une pièce en plus. Donc j'ai un four dans l'ancienne salle de bain et j'ai un four dans 2 fours dans la véranda. Quand je dis j'ai, c'est on, avec Ludo. D'accord. Comme il est très bon bricoleur, voilà, ça l'amuse beaucoup de collectionner les fours. C'est des fours haute température, hein. Toi, tu fais que de la haute température. Ouais. Donc là, c'est des fours électriques. Et d'ailleurs, j'ai récupéré le four de... Tu sais, je faisais des stages, donc j'en ai fait pas mal avec Virginie Bézanger, avec qui j'ai appris beaucoup de choses quand même du métier de potier, là, je veux dire. Et Virginie a arrêté sa vie de céramiste au bout de pas mal d'années, et elle se lance dans la restauration, la cuisine. Et donc elle a tout viré, y compris son four qu'elle mettait à la benne si on venait pas le chercher vite fait. Et Ludo a dit ok, je viens le chercher. Et donc j'ai récupéré le four de Virginie, ce qui m'a fait plaisir. Pas mal de ses bouquins. Et donc à côté de ça, on a aussi donc un petit four à gaz, un grand four à gaz et un four à bois d'une centaine de litres et peut-être un jour un plus grand. Je voulais te poser les questions des tu préfères. Toi, tu préfères tamiser de la terre pendant une journée entière ou alors tomber en panne de décapeur thermique alors que tu es très très pressé et que le magasin de bricolage il est fermé, tu peux pas t'en acheter un autre. J'ai eu ce problème là pendant le Covid. Tamiser de la terre, je préfère. Toi, tu fais tes engobes toi-même, hein, c'est ça? Ouais. Tu procèdes comment? En fait, voilà, je suis partie de ce qu'on m'avait dit. J'ai pas fait de stage ou quoi que ce soit là-dessus, mais on m'avait dit attention, ça peut se décoller, nanana. Alors depuis, j'ai vu que bon, il y avait des degrés de souplesse quand même. Mais voilà, en étant partie de cette base-là, c'était avec la même terre sur consistance cuir. Donc j'utilise ma terre alors j'utilise une terre assez connue à la Praf, qui est chamottée. Donc j'enlève quand même la chamotte pour avoir les particules les plus fines. Et puis après, j'utilise la même terre, je la pose sur ma pièce quand elle est à consistance cuir, et j'utilise donc des colorants de masse et des oxydes pour faire mes couleurs. Après, je m'aperçois que j'utilise quand même souvent les mêmes couleurs, mais quelquefois il y a des petites nouveautés. Alors je préfère prendre des couleurs de base et les fabriquer moi-même que de m'acheter plein de pots qui promettent un verre olive, un verre sapin, un verre anis, un verre. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de satisfaction à se trouver soi-même une belle couleur. Puis je teste aussi parfois d'autres terres. C'est un peu en tout cas c'est les mêmes terres de base. Elles ont pas tout à fait le même coefficient de dilatation, mais c'est la PRG de chez Ceradel toujours, qui est qui cuit un peu plus jaune. D'utiliser certains colorants de masse avec cet oxyde de fer, comme ça donne des petites nuances que moi j'aime beaucoup. Tes engobes, tu les prépares au fur et à mesure de tes pièces ou bien tu as des grandes quantités qui sont déjà prêtes à l'emploi? Non, vraiment au fur et à mesure, je travaille avec plein de petits pots. Oui, au fur et à mesure. Parce que je laisse dans les pots, je laisse sécher et je veux dire, j'engobe pas à la louche, j'engobe au pinceau. Voilà, j'ai besoin de petites quantités de toute façon. Et quand j'engobe, je fais vraiment des fines couches. Je préfère mettre 3-4 fines couches les unes sur les autres. Et puis ça me permet de jouer sur les nuances, sur les profondeurs, que de faire une seule et belle même couche, une même couleur. Ça peut être très beau dans certains boulots, mais c'est pas
dire, c'est pas mon propos. Moi, Puis, en fait, je pense, tout au début, quand j'ai démarré, je connaissais pas trop bien. Donc, voilà, dans le club, il y avait du cirage. Donc, j'ai beaucoup utilisé le cirage pour colorer mes pièces. Après, j'ai trouvé des cirages de super bonne qualité avec des couleurs assez incroyables. Il y avait donc ces émaux qui coulaient là, qui étaient vraiment très moches. Bon voilà, non merci. Donc j'avais pas beaucoup de choix et quand j'ai voulu colorer, quand j'ai voulu aller un peu plus dans la couleur sur mes pièces qui paraissaient, moi j'étais contente de sculpter point barre. Donc même si c'était pas tout à fait fini en couleur, c'était pas trop grave à toute une époque. Puis après j'ai quand même voulu présenter mon boulot. Là j'ai voulu y mettre de la couleur. Et au début j'ai démarré avec ce que je connaissais, c'était les peintures acryliques. Donc j'ai travaillé des patines, voilà avec des peintures. Donc c'était pas une peinture au pinceau. Mais c'était voilà travailler l'acrylique pour donner des surcouches, etc. Et au bout d'un moment, à me dire, mes couleurs deviennent de plus en plus des couleurs terre. Faut absolument que tu fasses de l'engobe. Mais comme au début, j'ai cherché à me former en engobe, j'ai cherché des stages et il y en a pas. Il y en a pas vraiment. Et en même temps, je comprends pourquoi, parce que je me dis, bah non, il y a rien à apprendre. Mais quand on n'a jamais fait, c'est un peu compliqué. Et donc je sais que, enfin, pour moi, ça a été un moment important de me renseigner auprès d'autres céramistes ou de potiers en disant en gobe comment toi tu fais, et voilà ils me donnent des conseils. Et j'ai des potiers qui m'ont conseillé en me disant ah non mais l'engobe c'est que basse température, ah non mais l'engobe tu mets que 2 à 10% dedans. Alors je comprends pourquoi ils m'ont dit ça, mais sauf que au début ils m'ont limité à fond. Donc j'avais des couleurs palotes, couleurs de dragée, c'était hyper moche. Enfin, et donc je me disais non, ça me va pas du tout. Et je pense que c'est des gens qui ont appris en formation et qui retransmettent ce qui leur a été dit, sans comprendre forcément bien le pourquoi du comment. Et c'est ça que je disais en fait, de pouvoir pu être autodidacte et gamine dans ces ateliers. J'ai été tellement vouée à moi-même parce que le prof qui s'appelait Léon. Je dis ça parce que c'était dans l'ambiance. Il y avait pas mal d'enfants qui disaient Léon, Léon, Léon. Et j'avais l'impression qu'il y avait des pans un peu partout qui criaient après lui. Et donc, et Léon, en fait, il arrivait pas à aller voir tout le monde. Tu vois, c'était des ateliers où on était une trentaine. C'était un truc de dingue. C'était les amicales laïques qui avaient mis ça en place, donc c'était la culture pour tous et éducation populaire, faut que tout le monde puisse en faire. Mais sauf que le pauvre, lui, il était tout seul à donner des indications à tout le monde. Puis comme t'avais pas mal de gamins, en fait, ce qu'ils voulaient, c'était un truc beau, ils attendaient que Léon le fasse. Et moi, je sais que je me suis très vite débrouillée toute seule sans plus rien demander à Léon parce que c'était trop long d'attendre. Et il y a un moment là, avec ces histoires d'engobe, je me suis dit mais rappelle-toi quand t'étais gamine, tu te posais pas toutes ces questions, t'avais pas peur, et je vois bien dans les formations, des adultes qui ont toujours besoin d'être assurés, qui ont pourtant toutes les capacités et tout ce qu'il faut en eux, mais qui n'osent plus. Et donc à un moment, je me suis dit, allez, tu t'en as rien à foutre, tu fais comme si t'étais gamine, t'aurais fait quoi? Et donc là, j'ai fait des essais, des trucs complètement de taré, c'est-à-dire, par exemple, j'ai mis, on m'avait dit entre 2 et 10%. Et j'ai essayé 100%, par exemple. Alors, ça va absolument rien, mais je l'ai fait. Je l'ai fait pour comprendre et pour voir et pour essayer. Puis maintenant, en général, quand je donne des stages, j'en parle parce qu'il faut oser faire des trucs même qui paraissent pas logiques. De soi-même, on comprend vite pourquoi c'est pas logique, pourquoi il faut pas faire ça. Et puis on peut aussi tomber sur des petites pépites dans nos recherches, quoi. Donc j'ai donné un peu de stage sur les engobes. Et ce qui est difficile, ça devient tellement précis comme boulot qu'il y a des gens qui viennent chercher mes engobes. Et ça, c'est moins intéressant. Et pour moi surtout, mais pour eux aussi. Mais donc je sais qu'un temps, sur les derniers stages, ils amenaient eux-mêmes leurs terres, ils faisaient des recherches par eux-mêmes. Voilà, c'était et il y a eu des super belles surprises. Ça aussi, moi j'ai été surprise aussi dans des couleurs, des teintes que j'ai jamais eues parce que j'utilisais pas la même terre. Il y a vraiment des nuances très chouettes. T'as envie de quoi, toi, pour la suite de ton activité, pour l'avenir là qui arrive? Du bonheur. J'ai envie de calmer le jeu. Cette période un peu bizarre m'a permis de voir que c'était quand même beaucoup mieux quand j'étais pas toujours en train de courir, parce que j'ai une tendance à faire plein de trucs, à
à dire oui un peu à tout, avoir envie de beaucoup de choses aussi. C'est pas seulement dire oui à tout, je sais dire non, mais c'est bien plusieurs œufs dans le même panier, mais bon, il faut pas non plus trop d'œufs parce que sinon on s'en sort plus. Voilà, donc j'ai envie de retrouver des plaisirs simples, par exemple, de nouvelles couleurs, nouvelles textures, des choses comme ça. J'ai déjà fait des essais, enfin comment dire, j'ai déjà essayé de trouver des nouvelles choses. Ça marche pas quand on décide, allez, cet été je cherche et je trouve, et ben non, ça marche pas. Donc je pense que enfin voilà, il m'a semblé qu'au début tout était tellement nouveau que c'était jubilatoire, toutes ces super nouveautés qui arrivent là, et tu prends ça en plein cœur et c'est génial. À chaque fois, t'es submergé par les émotions qui arrivent de ce que tu fais. Et puis tu prends des habitudes et puis tu fais de mieux en mieux. Et donc de faire de mieux en mieux, bah ça fait qu'après t'es plus aussi fier de ce que tu fais. Tu sais le faire de toute façon. Donc c'est ça, c'est retrouver le plus souvent possible à ces moments de palpitation où tu sens qu'il y a un nouveau truc qui arrive là et que tu tiens un super bon bout et que tu espères que tu vas aller loin avec. Voilà, ça je me le souhaite. Et donc prendre peut-être du temps aussi, un peu plus, parce que les galeries sont gourmandes, parce que elles demandent beaucoup et bon, ça parfois c'est un peu compliqué de répondre à toutes les demandes. Et puis ça, il y a un côté, alors ça va, j'ai pas des demandes trop précises, hein, c'est pas des commandes de pièces, un tel et tout ça, mais je reste très libre. Mais il y a quand même parfois je pourrais m'imaginer travailler un peu à l'usine. J'arrive, bon, aujourd'hui je fais quoi, la cadence. Et aujourd'hui je fais quoi, c'est assez horrible. Parce qu'il y a des jours, on a juste envie de rien faire et que c'est tellement important de rien faire pour pouvoir se ressourcer. Je prends moins de temps, j'ai pris beaucoup moins de temps à me ressourcer et là, je sens vraiment que j'en ai besoin. J'ai acheté un terrain, je vais aller planter des arbres, je vais aller marcher. Donc c'est pas directement lié à mon travail, mais ça aura forcément des influences sur mon travail. Et puis dans la formation, voilà, trouver peut-être des nouvelles formules. Je fonctionne beaucoup à l'intuition, donc voilà, c'est des choses ouvertes, c'est des pistes. J'ai pas de projet précis et il y a des choses qui vont arriver, j'en suis sûre, mais je sais pas encore lesquelles, et tant mieux. Merci d'avoir écouté Céramique, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser 5 étoiles. À bientôt pour une nouvelle rencontre autour de la Terre.